Mots parleurs, saison 2, épisode 7. Alors nous nous trouvons présentement dans la salle polyvalente du KTA, donc qui est le service des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs et des animateurs de San Salvador, hôpital s'occupant de personnes en situation de polyhandicap. Dans cet épisode, vous entendrez Aurélie, Céline, Julie, Maë, Maïté, Mohamed et Paul. Ils et elles se sont réunis au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Marcus Malte, afin de lire et commenter des extraits du livre S'adapter de Clara Dupont-Mono. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette deuxième saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Chapitre 1. L'aîné. Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était même très beau. La mère recevait des invités venus du village ou des bourgs environnants. Les portières des voitures claquaient, les corps se dépliaient, risquaient quelques pas chaloupés. Pour arriver jusqu'au hameau, il avait fallu rouler sur des routes minuscules et sinueuses. Les estomacs étaient retournés. on parlait doux pour ne pas brusquer l'enfant, si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur d'oranger, il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé de vent. L'enfant était accepté, semblable aux autres. Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs. Tout était dans l'ordre. Au bout de 3 mois, on s'aperçut que l'enfant ne babillait pas. Il demeurait silencieux la plupart du temps, sauf pour pleurer. Parfois un sourire se dessinait, un froncement de sourcils, un soupir après le biberon, un sursaut lorsqu'une porte claquait. C'était tout. Pleurs, sourire, froncement, soupir, sursaut, rien d'autre. il ne gigotait pas. Il restait calme, inerte, pensaient ses parents sans le dire. Il ne manifestait aucun intérêt pour les visages, les mobiles suspendus, les hochets. Surtout, ses yeux sombres ne se posaient sur rien. Il semblait flotter, puis il s'échappait sur le côté. De là, les prunelles virevoltaient, suivant la danse d'un insecte invisible, avant de se fixer à nouveau dans le vague. L'enfant ne voyait pas le pont, les 2 maisons hautes ni la cour, séparées de la route par un très vieux mur de pierre rousse. Érigé là depuis toujours, 1000 fois démoli par les orages ou les convois, 1000 fois reconstruit. Il ne regardait pas la montagne à la port à paix, le dos planté d'un nombre infini d'arbres, fendu d'un torrent. Les yeux de l'enfant caressaient les paysages et les gens. Il ne s'attardait pas. Ils s'attendirent debout dans une salle, chancelant sur des dalles de caoutchouc gris, guettant un professeur. Il vint, les appela. Il tenait des radios à la main. Il les invita à s'asseoir. Sa voix fut douce pour un verdict sans appel. Leur enfant grandirait, certes, mais il resterait aveugle, ne marcherait pas, serait privé de parole, et ses membres n'obéiraient à rien, puisque le cerveau ne transmettait pas ce qu'il faut. Il pourrait pleurer ou exprimer son bien-être, mais pas plus. Ce serait un nouveau-né pour toujours. Enfin, pas tout à fait. Le professeur expliqua aux parents d'une voix encore plus maternante que l'espérance de vie de l'enfant ne dépassait pas 3 ans. C'est l'histoire d'un enfant qui est né handicapé à cause d'une maladie génétique rare. Et ça a bouleversé sa famille, surtout ses frères et sœurs. L'histoire est d'ailleurs racontée du point de vue de la fratrie. C'est un roman en grande partie autobiographique.
Chacun composa avec sa réserve de courage. Les parents moururent un peu, quelque part dans le tréfonds de leur cœur d'adulte. Une lueur s'éteignit. Ils s'asseyaient sur le pont, au-dessus de la rivière, les mains enlacées, à la fois seuls et ensemble. Leurs jambes pendaient au-dessus du vide. Ils s'enveloppaient des bruits de la nuit comme on s'enroule dans une cape pour avoir chaud ou disparaître. Ils avaient peur. Ils se demandaient pourquoi nous, et aussi pourquoi lui, notre petit. Les deux autres enfants, eux, ne comprirent pas tout, sauf qu'une force dévastatrice, qu'ils ne nommèrent pas encore chagrin, les avait propulsés dans un monde coupé du monde. Un lieu où leur jeune sensibilité s'écorcherait sans que personne les aide. La belle innocence, c'était fini. Ce soir de Noël signa quelque chose d'irréversible. Durant les mois suivants, l'aîné s'attacha profondément. Avant, il y avait la vie, les autres. Maintenant, il y avait son frère. Leur chambre était côte à côte. Chaque matin, l'aîné s'éveillait avant la maisonnée, posait un pied à terre, frémissait au contact des tomates. Il poussait la porte, se dirigeait vers le lit qui déployait ses volutes de fer blanche, dans lequel lui et sa sœur avaient dormi aussi, avant de grandir et de demander un couchage adapté. L'enfant, lui, ne réclamait rien. Il garderait donc ce lit. L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table allongée. Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, il se penchait sur le matelas. Il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi, dans ce contact immobile, peau contre peau. Il aimait par-dessus tout l'impassible bonté, la primaire candeur de l'enfant. Le pardon était dans sa nature, puisqu'il n'émettait aucun jugement. Son âme ignorait de façon absolue la cruauté. Son bonheur se réduisait à des choses simples. La propreté, la satiété, le moelleux de son pyjama violet ou une caresse. L'aîné comprenait qu'il tenait là l'expérience de la pureté. Il en était bouleversé. Aux côtés de l'enfant, il ne cherchait plus à brusquer la vie dans la crainte qu'elle ne lui échappe. La vie, elle était là, à portée de souffle, ni craintive ni combattante, juste là. L'aîné lui fredonnait des petites chansons, car il comprit vite que l'ouïe, le seul sens qui fonctionnait, était un outil prodigieux. L'enfant ne pouvait ni voir, ni saisir, ni parler, mais il pouvait entendre. Par conséquent, l'aîné modula sa voix. Il lui chuchotait les nuances de vert que le paysage déployait sous ses yeux. Le vert amande, le vif, le bronze, le tendre, le scintillant, le strié de jaune, le mat. L'enfant passa ses 4 ans. Il était plus lourd à porter, puisque sa croissance se poursuivait. On l'habillait de pyjamas qui ressemblaient à des survêtements, le plus épais possible, car l'immobilité faisait de lui un être frileux. Il fallait le déplacer souvent, autrement sa peau rougissait par plaques. La position allongée avait aussi entraîné une luxation de ses hanches. Cela ne le faisait pas souffrir, mais il gardait les jambes arquées. Elles étaient maigres, d'une pâleur presque aussi translucide que son visage. L'aîné lui massait souvent les cuisses avec de l'huile d'amande. L'aîné n'a ni fiancé ni enfant. Cela, il le laisse à sa cadette. Elle aura 3 filles qui investiront la cour en criant, aux vacances, puisqu'elle habite à l'étranger désormais. Un pays, un mari, des enfants. Loin d'ici, elle s'est offert une normalité. Elle a mis un point d'honneur à combler cette malédiction du décalage, tandis que lui en reste prisonnier. Mais peut-être se dit-il que c'est la leçon qu'elle a retenue en le regardant vivre. Lui, l'aîné. Après tout, c'est son rôle,
marcher en éclaireur, montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors pourquoi on a choisi ce livre? C'est déjà que de prime abord, ça nous a parlé. Parce que nous, ça traite un petit peu de personnes de qui on s'occupe au quotidien. On travaille beaucoup avec les familles. Et ce livre, elle aborde aussi le thème une famille, et c'est une personne qui est handicapée. Du coup, la famille explose et doit s'adapter à la personne handicapée, puis à tout ce qui tourne autour. Et même si un petit frère, une petite sœur ou un aîné ne sont pas handicapés, le parcours, ils le vivent avec cette personne. Et c'est vrai que le titre était très parlant, s'adapter, parce que justement, comme dit ma collègue Maïté, il y a cette adaptabilité, cette adaptation des familles à ce genre d'événements. Et il y a aussi, nous, dans notre quotidien, s'adapter au travail tous les jours, s'adapter aux équipes, s'adapter aux personnes, s'adapter, c'est notre maître mot ici. Et justement, il a parlé à tout le monde, ce titre de livre. En tout cas, on s'est dit, ça va faire presque une thérapie pour tout le monde, ce livre. Le thème du handicap, le titre s'adapter. Et chacun de nous était partant pour choisir ce livre. Aurélie, on vient de parler du titre s'adapter. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, s'adapter, c'est moi qui suis normale, entre guillemets. Je vis avec des personnes qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, donc c'est difficile s'adapter. Heureusement que j'ai la télé, parce que dans la chambre, j'ai personne à qui parler. Heureusement que les éducateurs sont là, Maïté, Paul, et qu'on a des activités comme ça, parce que dans la chambre, je fais rien à part regarder la télé. Mohamed, pour toi, s'adapter ici à l'hôpital, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Il faut s'adapter comme elle a dit Julie et Aurélie, aux soignants, au changement d'équipe, au réveil par exemple. On n'a toujours pas envie de se lever à tôt, dormir à 20h, il fait jour, ou après, on s'adapte s'adapter. Chapitre 2. La cadette. Dès sa naissance, elle lui en a voulu. Il aspirait toutes les forces, celles de ses parents et de son frère aîné. Les premiers affrontés, le second fusionné. À elle, il ne restait rien, aucune énergie pour la porter. Elle n'aimait pas ses yeux noirs, si vides qu'ils ont donné des frissons, ni son souffle qu'elle trouvait fétide, ni ses genoux blancs, osseux, très écartés. On lui avait dit qu'à force de rester allongée, les articulations de ses hanches étaient hors d'usage, comme des gondets, que ses pieds grandiraient cambrés comme ceux d'une ballerine, puisqu'il ne s'était jamais posé au sol. À quoi servaient donc ses pieds, se demandait-elle, s'ils ne portaient aucun corps, n'avançaient pas. Elle n'éprouvait aucune tendresse. Ce qu'elle voyait d'abord, c'était une marionnette toute pâle qui demandait les soins d'un éternel bébé. Elle avait dû renoncer à inviter des amis. Comment inviter avec un être pareil à la maison? Elle avait honte. À la télévision, elle avait vu une publicité qui disait « Renoncer au banal ». La phrase l'avait heurtée. Elle aurait donné n'importe quoi pour un peu de banal, pour se fondre dans la masse des gens standards. 2 parents, 3 enfants, une maison en montagne. Elle rêvait de matins chantonnants et de frères aînés disponibles, de musique dans le salon, de copines le vendredi soir, de familles ordinaires, délestées, à peine conscientes de ce privilège. En la cadette s'implanta la colère. L'enfant l'isolait. Il traçait une frontière invisible entre sa famille et les autres.
Sans cesse, elle se heurtait à un mystère. Par quel miracle un être diminué pouvait-il faire tant de dégâts? L'enfant détruisait sans bruit. Il affichait une souveraine indifférence. Elle découvrait que l'innocence peut être cruelle. Elle songea un moment que pour ne pas perdre complètement son frère aîné, il fallait peut-être essayer d'aimer l'enfant comme lui l'aimait. Elle disposa les grands coussins dans la cour, mais la nervosité de ses gestes le trahissait, et elle tira un coussin si brusquement qu'elle se déchira. Des centaines de petites billes blanches recouvrirent le sol d'ardoise. Elle les ramassa en pestant. L'aîné ne dit rien. Nota juste sur sa liste qu'il faudrait racheter ce genre de coussin. La cadette poursuivit ses efforts. Elle tenta de s'intéresser aux purées de légumes, aux doses de dépakine, aux sons, puisque l'enfant ne pouvait qu'entendre. Elle aussi, elle froissa des feuilles contre son oreille, tenta de décrire ce qu'elle voyait. Les mots ne venaient pas. Elle se trouvait grotesque. Elle soupirait d'impatience, elle voulait secouer l'enfant, lui ordonner de se mettre debout et d'arrêter son cirque. On commençait à être fatigué. Lors des vacances, la grand-mère s'installait dans la première maison du hameau. Parfois, elle l'emmenait en voiture, plus haut dans la montagne, vers un arbre particulier. C'était un cèdre qui avait poussé sur la roche, en appelant de la route. En soi, c'était impossible. Aucun arbre ne pouvait planter ses racines dans la pierre. Pourtant, celui-ci s'élançait vers le ciel avec la grâce d'un coup de cygne. Sa grand-mère arrêtait la voiture, se penchait sur le volant, levait la tête vers le tronc mince et disait « Celui-là, il a envie de vivre. » Elle ajoutait « Comme toi. » Les mois passant, la cadette raya l'enfant de sa vie, passa à l'ignorance complète. Elle se détourna du visage froissé de ses parents lorsqu'ils rentraient d'une journée administrative. Elle fit l'aveugle. Elle ne leur proposa aucun soutien, ne manifesta pas d'émotion quand les parents annoncèrent que l'enfant partirait dans une maison spécialisée, sur une prairie à des centaines de kilomètres, tenue par des bonnes sœurs qui s'occuperaient de lui. Elle devina le cœur tisonné de son frère aîné, assis à côté d'elle. Elle préféra se pencher sur son assiette pour séparer méthodiquement les tomates de sa salade. L'enfant partit vers sa prairie, elle respira. Avec lui disparaissaient les sentiments encombrants de dégoût, de colère et de culpabilité. Il emportait le versant noir de son âme. Elle n'aurait plus mal. Elle osa même espérer que son frère aîné revienne vers elle, même si, dans un premier temps, il s'évapora. C'est le seul mot qu'elle trouva pour décrire sa silhouette effacée, dont le seul pas dégageait une insondable tristesse. Il était pâle, le regard vague, semblait sans force, il ressemblait à l'enfant. Elle entra au lycée. Elle se battit, là aussi, à la cantine, puis à l'intercours. Lorsqu'un professeur la rabroua en classe, elle renversa sa table. Elle fut exclue. Ses parents ne trouvèrent aucun établissement pour l'accueillir en cours d'année. Le seul qui l'accepta était cher et loin. À l'arrière de la voiture, au-dessus du siège adapté pour l'enfant, on avait suspendu un mobile avec un ours souriant tenant 2 bouquets de grelots. Il tintait à chaque tournant. La cadette détestait ce bruit. Et toi, Aurélie, ta famille, elle a réagi comment quand ils ont su pour ton handicap Alors moi, je m'en rappelle pas parce que j'ai été dans le coma. Donc ma mère a toujours été présente et elle l'est encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, on est 14 enfants. Je suis la première. Les plus grands, j'ai des contacts, mais mes parents ont fini par divorcer. Et les plus petits, je les vois plus, quoi. Ils ont divorcé à l'annonce de ton handicap? Non. Avant. Avant que tu sois en situation de handicap. Mon accident, ouais. D'accord. Donc c'est pas ça qui a engendré la rupture? Non, je crois pas.
Et tu es maman? Oui, je suis maman d'une petite fille de 14 ans. Mais que je ne vois pas grandir parce que je suis originaire de Paris, moi je suis parisienne. Et j'ai dû m'en aller de Paris parce qu'à Paris, il n'y avait pas de centre ou d'hôpital adapté pour moi. Donc ça rebondit un petit peu dans le livre où on voit le chemin de croix d'une famille pour trouver des places et des établissements adaptés, c'est ça? Voilà, et moi j'avais ma grand-mère ici qui est décédée depuis. C'est grâce à elle que j'ai trouvé l'hôpital San Salvador. Et toi, Julie, quel impact ça a eu sur ta famille, l'accident? Moi, c'est simple. J'ai qu'un seul frère et il a été très protecteur avec moi. Quand il a appris que j'étais malade, il s'est décomposé. Ça lui fait mal au cœur de me voir à l'hôpital, de me voir en fauteuil et de savoir que je ne marcherai plus. Et il vient toujours te voir, ton Ouais. frère? T'as toujours des contacts réguliers avec lui? Oui, mais il habite à Nice. Il a 2 enfants, dont il va avoir un 3e bébé dans pas très longtemps là. Et je suis maman aussi d'une petite fille qui va avoir 5 ans. Et avec son papa, suite à l'accident, on s'est séparés. Chapitre 3. Le dernier. Les parents l'annoncèrent par téléphone. Nous attendons un autre enfant. Ils le firent avec crainte, choisir leurs mots. Ce fut inutile. L'aîné habitait en ville, occupé par un cursus d'économie. La cadette faisait ses études à Lisbonne. Et maintenant, il était là. C'était un garçon, c'était le dernier. Il arrivait après les drames. Par conséquent, il n'avait pas le droit d'en créer. Il fut exemplaire, il pleura peu, s'adapta à l'inconfort, à la séparation, aux orages, ne rechigna jamais à l'effort. Il consola ses parents. Il fut le fils parfait afin de compenser celui d'avant. Le dernier n'avançait pas seul. Il le savait. Il était né avec l'ombre d'un défunt. Cette ombre ourlait sa vie. Il devrait faire avec. Il ne s'insurgea pas contre cette dualité forcée. Au contraire. Il l'intégra à sa vie. Ainsi donc, un enfant handicapé était né avant lui, avait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Les absents étaient aussi des membres de la famille. Il était à la fois un nouveau départ et une continuité, une fracture et une promesse. Ses cheveux étaient moins épais que ceux de l'enfant. Ses yeux étaient moins noirs, ses cils moins longs. Il se sentait moins, quoi qu'il fasse, alors que c'était l'enfant pourtant qui avait été diminué. Le dernier pensait cela sans amertume, parce qu'il ressentait une réelle bienveillance, une curiosité envers l'enfant disparu. Il aurait beaucoup donné pour l'avoir connu. Le dernier respectait infiniment la nature. Les pierres portaient l'empreinte des bêtes, le ciel était un vaste abri pour les oiseaux, et la rivière surtout était habitée de crapauds, de couleuvres, d'araignées d'eau et d'écrevisses. Sous l'impeccable vernis, il brûlait de questions. Quand avez-vous su? Que faisait mon frère toute la journée? Avait-il une odeur? Étiez-vous triste? Comment se nourrissait-il? Pouvait-il voir? Pouvait-il marcher? Pouvait-il penser? Avait-il mal? Aviez-vous mal? Il traversait des ruisseaux, ouvrait des couloirs de bruyère blanche, dérapait sur la rocaille. Parfois, une ronce mordait leur peau. Ils savaient placer leurs pieds, caler leur souffle. Lorsqu'enfin ils arrivaient sur le plateau, que le ciel ouvrait ses bras et qu'à perte de vue s'étendait le dos des montagnes, le dernier se sentait léger, enfin délesté de ses questions. Voilà, c'était aussi simple qu'un panorama, aussi limpide. Il était là tandis que l'enfant n'était plus là.
Il le pensait sans dramaturgie ni tristesse. C'était le constat d'un compagnonnage. Je suis ici, tandis que toi, tu es ailleurs. Et ceci valait pour lien. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant un cèdre planté dans la roche. L'arbre s'élançait, svelte et seul, la cadette s'arrêta. Celui-là, il a envie de vivre, Elle tourna la tête, il vit son profil dans l'air cuivré d'automne. comme toi. Un soir de fin d'été, la cadette téléphona. Lorsque sa mère raccrocha, elle était pâle. Elle s'assit à table, elle se racla la gorge et annonça que la cadette était enceinte. Les examens sont bons. Tout va bien. Le père se leva et serra sa femme contre lui. Le dernier, lui, fut terrassé. Le futur bébé prendrait sa place et signerait le renouveau. Sa seule naissance lui volerait son rôle. Lui, il ne servirait plus à rien. Il se leva de table, saisit une orange dans la corbeille, ouvrit la porte et lança le fruit de toutes ses forces vers nous, dans la cour. Ce fut l'unique acte de rébellion de toute sa vie. Car, lorsqu'il se retourna vers la cuisine, il vit les visages de ses parents crispés d'angoisse. Il se jura de ne plus jamais recommencer. Ils se sont échappés un instant, frigorifiés. Ils se postent dos à nous, tandis qu'un de leurs cousins règle son appareil photo. La cadette rit, d'une main elle frotte le dos de l'aîné, de l'autre tient le dernier par la nuque. Puis ils se figent tous les trois devant l'objectif. La photo est prise. La cadette, Elle enserre son ventre rond de ses mains, la tête penchée sur le côté. Ses lèvres sont roses, son front haut. Léger sourire, elle porte un col roulé gris. Ses cheveux recouvrent ses épaules. l'aîné, Il croise les bras, se tient droit, visage impénétrable, sauf le regard doux, derrière de fines lunettes en écaille. Épaules minces, chemise de directeur financier, cheveux bruns coupés courts. le dernier, Buste tendu vers l'avant, comme s'il marchait vers l'objectif. Visage rond, grand sourire malin, regard fendu, bouche étirée sur un appareil dentaire. Les cheveux plus clairs en bataille. Les trois ont les yeux cernés, un peu en amande, très grands, si sombres que la pupille se confond avec l'iris. Chacun eut droit à un tirage de cette photo. Lorsqu'il reçut la sienne, le dernier pensa qu'il y avait toujours eu le même nombre d'enfants sur les photos de famille. Seul le troisième changeait. Il se disait que sa sœur, comme lui et leur aîné, portait en elle 1000 ans d'existence. il se mit à rire tout seul en pensant à cette fratrie étrange. Le lui dit, elle rit à son tour, du moins lui sembla-t-il, car sur cette draille, il ne voyait que son dos. On avançait seul dans la montagne. Il pensa que les gens d'ici ressemblent à leur chemin. C'est quand même un livre peut-être dur. Voilà, dis-le, Julie. Parce que là, il y a quand même des blancs, il y a des silences. Hein, vous l'entendez. Oui. C'est un livre, c'est un thème qui est très dur, je trouve. Dans quel sens? Développe sur dur. Dans le sens du handicap. C'est quelque chose qui est tabou? Ouais. Et puis ça fait mal au cœur. De parler de sa maladie? Ouais. Et de voir le ressenti des gens? D'ailleurs, je pense qu'on peut rebondir sur le thème du livre qui a été choisi, ça a été collégial, hein, et finalement, on a ressenti tous que chacun d'entre vous et d'entre nous, on a eu de la difficulté à être dedans, quoi. Il y a toujours un moment où on était dedans, puis on lâchait, on revenait, on lâchait. Et on n'a pas ressenti l'engouement pour... Je parle du thème du livre. Hein.
Il y a eu un grand engouement pour se retrouver tous ensemble chaque semaine. Il y a eu un réel plaisir à être ici. Mais pour ce choix du livre, ça revenait sans arrêt. Oh, c'est pas aussi bien, le livre est pas aussi bien que l'année dernière. Donc je crois que ça a dû y jouer aussi, ce thème sur le handicap, le corps. C'est pas facile hein, pour vous. C'est pas facile du tout même. Ils avaient envie peut-être d'échapper à ça, à ce thème. Et est-ce que la question qui est vraiment difficile, ce serait s'adapter à son propre corps qui a changé ? Oui. S'adapter aux conditions de vie, à nos conditions de vie. Qui sont différentes d'avant. Moi qui conduisais, qui marchais, qui allait faire mes courses toute seule. Maintenant, je peux même plus aller aux toilettes, quoi. Je suis obligée de porter une protection et de me faire dessus. Franchement, c'est pas de la joie, quoi. Mais bon, il n'y a rien d'autre à faire, hein, à part supporter. S'adapter. Ouais. C'est tout le thème du livre aussi. Dans le livre, on voit en fait les familles, le regard extérieur des familles face à cet enfant, je pense, handicapé. Et là, les lecteurs qui sont là, c'est leur propre ressenti face à leur handicap. Et je pense que c'est ça qui est difficile. Et c'est difficile pour eux de parler, ou d'exprimer ce qu'ils ressentent, non ? Dites-moi. Hein. C'est pour ça que moi, le livre ne le dis à personne. Je l'ai lu d'une traite, celui-là, je n'arrivais pas à le lire. On l'a ressenti. Oui. On l'a ressenti, puisque chaque semaine, je disais alors, tu l'as lu, parce que tu étais toujours à lire un autre livre sur ton chevet, là, tu avais un autre bouquin. Je dis, mais pourquoi tu dis pas le livre ? Et tu disais, je vais le faire, mais tu as toujours reporté. Oui. C'était pas le moment. Peut-être un jour, puisque tu l'as, ce livre. Peut-être un jour, Ouais, tu seras prête à le lire. Peut-être. Vous avez envie de s'évader. Oui. C'était De parler d'autre chose. Envie de s'évader et de parler d'autre chose. Et pas que ça soit encore redondant encore avec la maladie et le handicap. Voilà. Alors que, vous vous souvenez, l'année dernière, c'était ce qui venait en premier, c'était on a oublié notre maladie, ça nous a fait du bien, ça nous a apporté, on s'est évadé, on n'avait pas l'impression d'être à l'hôpital quand on se retrouvait tous ensemble. Mais là, ça a été difficile de faire autrement, puisque le thème, on était dedans, quoi. On avait les pieds dedans, là. Ça renvoyait toujours à votre corps, à votre handicap. À nos conditions de vie. À vos conditions de vie. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du Centre d'activité thérapeutique et d'éveil à l'hôpital San Salvador de l'AP-HP situé à Hyères, accompagnés par Marcus Malt, Marie-Thérèse Pop, Paul Grégoire et Isabelle Michel. Voix du générique, Solal Bigel-Ogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage, Benoît Artaud.